Bonjour et bienvenue pour ce nouveau magazine de Parlons Patrimoine. Parlons Patrimoine, le magazine digital du groupe Cristal, de la place, le magazine digital de Primonial. Et nous avons la chance aujourd'hui de recevoir Maître Pascal Julien Saint-Amand, président fondateur du groupe Altémis, 180 collaborateurs, un maillage territorial important, un notaire d'excellence, un notaire référent dans le monde de la gestion de patrimoine. Bienvenue mon cher Pascal. Alors aujourd'hui, nous allons parler du quasi-usufruit. C'est quoi le quasi-usufruit, mon très cher maître? Alors, effectivement, il faut d'abord peut-être partir du principe. Donc l'usufruit, c'est le droit d'utiliser un bien, d'utiliser une chose. Et le quasi-usufruit, c'est lorsque cet usufruit porte sur un bien consomptible, donc une somme d'argent par exemple, eh bien on va avoir ce qu'on appelle un quasi-usufruit. Parce que quand j'ai une somme d'argent, c'est clair que la seule façon de l'utiliser, c'est de la consommer. De la dépenser. Et de la dépenser. Elle n'est pas frugifère, elle ne produit pas de revenus. Non, exactement. Donc du coup, et peut-être qu'elle peut en produire qu'une fois que je l'aurai placé. Mais par contre, tant que j'ai le billet dans ma main, la seule utilisation pour moi, c'est de pouvoir le dépenser. Mais si je le dépense, du coup, mon nu propriétaire n'a plus rien. Donc il faut que je lui restitue cette somme à la fin de la période de l'usufruit. Donc le quasi-usufruit, finalement, c'est j'ai un droit de consommer la somme, mais à la fin de l'usufruit, il faut que je la restitue au nu propriétaire. Et la fin de l'usufruit, généralement, c'est malheureusement le décès du quasi-usufruitier. Alors, quelles sont les nouveautés? Donc, le quasi-usufruit, l'usufruitier dépense comme il l'entend la somme d'argent. Tout à fait. Et quelles sont les nouveautés instaurées par la loi de finances? Alors, pas celle qui va arriver, on connaît l'instabilité actuelle, demain, mais celle qui a été votée le 29 décembre 2023. Exactement, on a une nouveauté assez importante en matière de quasi-usufruit qui fait suite en fait à quelques abus qui ont été réalisés de la part de conseils ou de praticiens qui étaient un petit peu audacieux dans les conseils. Certainement pas nous. Certainement pas nous, tout à fait. Donc globalement, la situation était la suivante, c'est-à-dire que des contribuables disaient « je donne la nue propriété d'une somme d'argent à mes enfants et comme j'ai un usufruit sur la somme d'argent, en fait je la garde, je dépense comme je veux ». Et finalement, j'ai une dette de restitution au jour de ma succession, c'est-à-dire j'ai une dette qui vient minorer ma succession. Donc je trouve au passif la dette qui correspond à la valeur du quasi-usufruit, c'est ça? Exactement. Et du coup, l'administration fiscale disait écoutez, c'est pas une vraie donation que vous avez faite puisque vous avez donné, mais vous avez gardé l'argent. Donner et retenir ne vaut. Exactement. Et donc du coup, eh bien, le législateur a embrayé là-dessus, a dit écoutez, non, ça, c'est pas possible. Si jamais vous faites une donation de nue propriété sur une somme d'argent, eh bien la dette, elle ne sera plus déductible de votre succession. Et donc ça, c'est le texte qui est en vigueur depuis le 1er janvier 2024. Et désormais, on nous dit, vous donnez la nue propriété d'une somme d'argent, ça n'est pas déductible. La difficulté du coup que l'on va avoir en fait dans cette situation, c'est que le législateur, à chaque fois qu'il veut corriger des abus, généralement, il utilise le bazooka pour écraser une mouche. Et du coup, on arrose partout et on a plein d'autres opérations qui jusqu'à présent n'étaient pas du tout discutables et qui désormais le sont devenues. Alors quel type d'opération par exemple? Parce que là on parlait de donation, ça ne s'applique qu'en vertu de donation, mais on peut avoir un usufruit, un quasi-usufruit en cas de succession. Exactement. Et donc du coup, dans ce cas-là, ce texte pourrait s'appliquer. Alors il se trouve que dans le texte, on a une disposition qui nous dit que le quasi-usufruit qui résulterait de la succession, celui-là n'est pas dans le champ d'application du texte. Alors, il n'est pas dans le champ d'application du texte. Pourquoi? Parce que, en fait, ça n'est pas l'usufruitier qui est à l'origine de ce quasi-usufruit, c'est le conjoint du défunt. Donc, le défunt, il est décédé. Le conjoint a récupéré l'usufruit, ses enfants la nue propriété. Donc en fait, il n'y a pas eu de volonté de mettre en place quelque chose. Il n'est pas à l'origine, on ne peut pas le soupçonner d'avoir donné et retenu l'argent, puisque bien évidemment, ce n'est pas lui qui est à l'origine du démembrement, mais c'est malheureusement le défunt. Tout à fait. Par contre, il y a des situations plus classiques, dès lors que des parents, par exemple, ont fait la donation de la nue propriété d'un bien immobilier et qu'ils ont gardé l'usufruit, situation on ne peut plus classique, et imaginons qu'ensuite ils décident de vendre le bien immobilier, eh bien dans le cadre de la vente, il y a soit un partage du prix, c'est-à-dire qu'on donne à l'usufruitier une partie du prix correspondant à la valeur de son usufruit, on donne au nu propriétaire une partie du prix correspondant à la valeur de la nue propriété, ou alors un remploi ensemble donc le nu propriétaire et l'usufruit du prix de cession pour acheter un nouveau bien en démembrement, ou enfin, dernière possibilité, mise en place d'un quasi-usufruit. Et là, dans ce cadre-là, le nouveau texte nous dit, attention, ce quasi-usufruit ne sera déductible que si vous prouvez que vous ne l'avez pas fait dans un but principalement fiscal. Là, on retrouve cette notion de principalement fiscal, qui est la notion d'abus de droit. Tout à fait. On essaie de jauger l'esprit, la volonté
des constituants. Mais c'est l'article 621, je crois, du Code civil. À défaut de volonté, on ventile le prix. Ouais, mais on peut décider le quasi-usufruit. Et là, si on décide un quasi-usufruit, il faut le motiver, c'est cela. C'est ça. Comment on peut le motiver? Alors, comment on peut le motiver? L'instruction fiscale qui est venue commenter très récemment d'ailleurs, hein, puisqu'elle a moins d'un mois, l'article 774 bis, donc ce nouveau texte en matière de quasi-usufruit. Le fameux 774 bis du CGI, Code général des impôts. Donc celui-là, eh bien, cette doctrine fiscale vient nous donner un peu des éléments d'appréciation. Elle nous dit, pour apprécier le caractère fiscal ou principalement fiscal, c'est un faisceau d'indices. Par exemple, si vous avez fait votre donation il y a très longtemps et que vous vendez 20 ans, 25 ans plus tard et que vous faites un quasi-usufruit à ce moment-là, eh bien, il y a une présomption assez forte que ça n'est pas abusif. Pour autant, il faut quand même être capable de le démontrer, mais on est plutôt dans un sens qui se défendra mieux. Imaginons, deuxième cas de figure, qu'au moment de la donation, l'usufruitier avait un patrimoine conséquent, puis à la suite de revers de fortune, son patrimoine s'est vraiment évaporé. Du coup, il se retrouve au moment où il cède le bien avec un besoin financier, d'un commun accord avec le nu propriétaire, il convient qu'il ait un quasi-usufruit, et là aussi on peut le justifier pour des raisons non fiscales, puisque là c'est des raisons financières, c'est pour pouvoir faire face à son hébergement, dit par exemple l'administration fiscale. Donc on le voit bien, on a des cas dans lesquels on pourra mettre ça en avant. Troisième cas de figure qu'évoque l'administration, c'est moins l'usufruitier a de prise sur la possibilité d'imposer un quasi-usufruit en cas de vente, moins il y a de chances qu'on considère que son quasi-usufruit est abusif. En clair, si je fais une donation en disant « je te donne la nue propriété, mais je garde le pouvoir de déclencher la vente quand je veux », et le jour où on vend, on fait un quasi-usufruit, ben là, moi, usufruitier, j'ai quand même gardé beaucoup de pouvoir sur cette possibilité de faire un quasi-usufruit. L'administration fiscale n'aime pas du tout. On ne téléguide pas les opérations futures. Non, donc, concomitance des opérations, donc temporalité, et puis, bien évidemment, le pouvoir de l'usufruit de décider ce qui reviendra une fois qu'il aurait fait son démembrement de propriété dans des éléments classiques. Donc, beaucoup de prudence, on fera attention, on est là, nous, pour essayer de conseiller au mieux, bien évidemment, nos clients, avec l'aide de notaires réputés de compétences extrêmes sur le sujet. Merci, très cher maître. Peut-être juste une dernière précision, parce qu'une fois qu'on a dit que c'est pas déductible de la base successorale, c'est ça. Une fois qu'on a dit que c'était pas déductible de la base imposable, bah, il faut savoir qui est-ce qu'on taxe. Alors on va taxer le nu propriétaire, donc celui qui a la créance de restitution. Parce que sur le plan civil, c'est toujours valide la créance de restitution. Donc lui, il va demander son paiement. Mais on va lui dire, tu seras payé, mais par contre, tu vas payer des impôts dessus. Et tu payes quoi comme impôt? Ben, les impôts de succession. Et que peut-il imputer dessus? Ben, il va quand même pouvoir imputer les droits de donation qu'on a payés en amont. Donc il y a quand même... Il n'y a pas de double taxation. Non, c'est ça. Il n'y a pas de double taxation, mais il n'y a pas d'effet positif de l'opération initiale. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'en réalité, l'administration veut éviter l'abus et donc finalement dit, ben, si vous n'aviez pas donné, vous auriez été taxé, donc vous êtes taxé. Ce qui est important, c'est de savoir où on va, et dans le cadre d'un bon conseil en gestion de patrimoine, on doit être capable de pouvoir délivrer l'orientation que l'on donne à nos clients et de savoir ce qui se passera. Merci, très cher maître. À très bientôt pour un nouveau magazine de Parlons Patrimoine.